Corazón Azul, Le cœur bleu, est un film de fiction absolument magnifique et sans égal. Je ne connais pas de film cubain, latino-américain et même ailleurs qui soit aussi expressif, aussi créatif, aussi différent dans son expression esthétique et en même temps avec un propos tout à fait iconoclaste sur, disons, la mythologie du régime cubain. Alors vous allez voir que Miguel est à la fois un cinéaste expérimental, parce que tout là est différent, mais en même temps c'est un cinéaste qui aime le cinéma, les genres de cinéma populaire, c'est-à-dire que là nous avons à la fois de la science-fiction, du thriller, de l'humour, enfin je vais vous laisser découvrir, parce que je trouve que on va de surprise en surprise. Prenez compte non seulement de ce que vous entendez ou vous lisez si vous devez voir les sous-titres, mais aussi de l'image, c'est-à-dire qu'il y a des choses, il y a des détails qui comptent là-dedans, et je suis content de voir le film sur un écran qui est plus large que celui de mon ordinateur. C'est l'impression que j'ai quand je l'ai vu à Toulouse, à la Cinémathèque. C'était un bonheur absolu. Je le connaissais déjà, mais là, le voir sur le grand écran, c'est une chance. Je caresse le rêve quand même de pouvoir un jour trouver quelqu'un qui décide de jeter ce film et de le distribuer en France, parce que je trouve incroyable que ce film ne puisse pas avoir une place sur nos écrans et être vu, accessible par le plus grand nombre. Je suis sûr que c'est un film qui a beaucoup de qualités et qui peut plaire à la fois à un public jeune et à un public plus âgé, qui s'intéresse à Cuba ou pas, parce que le propos, vous allez voir, est très cubain, mais en même temps universel, puisqu'il est question d'expériences génétiques, c'est depuis le début du film, des expériences génétiques et autres qui sont des choses qui se discutent aujourd'hui dans la presse, dans les médias, jusqu'où doit-on aller, etc. Et en même temps, donc, et quelle est la place de la science, jusqu'où peut-elle aller par rapport à ce qu'est l'humanité, bref. Je vous laisse découvrir et je suis sûr que vous aurez envie d'en parler un peu plus après. Merci. Vous savez, il y a des films où il y a une énigme, c'est classique du policier, qui a tué un tel. Là, c'est un film à plusieurs énigmes, c'est-à-dire que c'est construit d'une telle façon qu'on a l'impression que chaque séquence, chaque scène ouvre la porte à des énigmes. C'est à vous de la compléter. Par exemple, le personnage principal du début, c'est Thomas, ce photographe. Il se fait agresser, mais il est encore vivant. Or, il disparaît. Et à un moment donné, on voit plus loin, effectivement, que les flics sont en train de le chercher, que Elena a l'air de dire quelque chose. En tout cas, elle ramène à son fils la caméra. Bref, il y a des choses qui prennent forme plus loin, parce que tout est très fragmenté, et parfois le commentaire est inséré presque dans le film. Vous voyez cette espèce de présentateur de télévision à la noix, il a l'air d'être en train de parler du film, n'est-ce pas, alors que lui-même est un personnage, comme on l'a vu, puisqu'ensuite, lorsque la télévision est occupée par les terroristes, lui-même est déboulonné. C'est un film qui nous demande en quelque sorte d'être constamment en éveil, parce que effectivement c'est des choses différentes. Il y a des choses qui semblent être de l'ordre du documentaire, sauf qu'effectivement le matériel est documentaire, mais il est mis au service de quelque chose qui est inventé. Hein? C'est-à-dire que les manipulations génétiques, ça existe, mais le fait qu'il y ait eu un plan pour faire l'homme nouveau par manipulation génétique, disons, est une invention du film. De même que la suggestion finale, est-ce que tout le monde a eu la même impression que moi, à la fin, c'est-à-dire Elena est scandalisée parce qu'elle se rend compte que son père
c'est celui dont on a la photo dans la maison, au bord de la piscine. Bon, évidemment, c'est une sorte de casse-tête qui se forme où même les personnages n'ont pas l'air de comprendre tout, hein, toutes les situations, tous les enjeux. Mais en même temps, ça dit des choses, je pense, sur Cuba, et c'est cette espèce de mélange absolument incroyable où il y a des morceaux où on a l'impression que c'est pris sur le vif, c'est-à-dire c'est un peu comme si c'était des interviews de personnages populaires. C'est pas du tout le cas, il n'y en a pas un seul. Hein, les filles, les jumelles qui s'expriment, tout ça est mis en scène. La petite vieille, là, tellement sympathique, et c'est aussi une comédienne, c'est pas du tout ça. Ne parlons pas de celui qui est en train de couper un arbre, qui a eu le sort qu'on sait. Bref, chacun de ces personnages. Par exemple, les images du début, elles ont été tournées pendant la manifestation de Occupy Wall Street. Hein? Vous avez peut-être reconnu, parce qu'il y a des images qui ont circulé beaucoup. Sauf que Coyula a filmé ça et ensuite il a changé les panneaux. Au lieu de dire arrêtez Wall Street, il a arrêté la... Voilà. Donc à chaque fois, tout est en quelque sorte détourné au profit de cette narration, et ça laisse des pistes sans vouloir, disons, boucler à chaque fois les choses comme dans une narration normale au cinéma. C'est-à-dire, c'est pour nous faire perdre pied, en quelque sorte, être déstabilisés à notre tour dans cette invention qui consiste à imaginer que, bon, le dernier avatar de cette utopie a été de créer ces personnages-là qui se sont retournés contre le système lui-même, c'est-à-dire qu'ils sont devenus une bande de terroristes qui ne sait pas très bien quoi, où donner de la tête, qui parfois dit des choses justes, mais parfois dit des choses épouvantables, c'est-à-dire c'est ça, et tout ça sous le regard de la sécurité de l'État, dont on ne voit même pas les visages, on voit le reflet, c'est-à-dire eux, ils regardent tout, mais nous, on ne les voit pas eux-mêmes, n'est-ce pas? C'était toujours derrière une sorte de vitre sans teint, en quelque sorte, qui... Alors, je trouve que ça contribue à créer une atmosphère, disons, de fin du monde sur La Havane. D'ailleurs, vous avez remarqué que La Havane, qui, comme chacun sait ici, est une ville tropicale avec une lumière formidable, merveilleuse, la mer qui est toujours bleue, etc. Ici, pas de ciel bleu. Hein, nous avons un ciel qui est plus inquiétant que Paris, parce que Paris est gris parce qu'il y a des nuages. Mais là, c'est autre chose. Là, c'est inquiétant parce que tout est gris. Il y a des flammes un peu partout, comme s'il y avait des puits de pétrole ou de gaz qui flambent par-ci, par-là, dans les lieux les plus inattendus. C'est-à-dire, même l'architecture est à chaque fois une combinaison de différentes choses. Hein. Entre parenthèses, le père de Miguel Coyula, déjà décédé, est un des plus grands architectes cubains contemporains. Je pense que peut-être le fils, ce goût de la déconstruction de tout ce qui est construit, vraiment chaque fois qu'il y a quelque chose, chaque image est trafiquée, c'est-à-dire, je ne sais pas, il y a un ciel, à un moment donné, vous voyez des oiseaux, les oiseaux n'existaient pas dans la réalité, c'est lui qui a rajouté dans ça sur ordinateur. Vous voyez à un moment donné la descente des flics, et vous voyez qu'il y avait 4 flics et il n'y en avait qu'un seul, parce qu'il n'y avait pas moyen d'avoir davantage. Donc c'est lui qui multiplie les flics ensuite sur l'ordinateur. Il y a un mur où vous voyez à un moment donné un portrait un peu effacé de Castro, il n'y était pas, ça a été collé a posteriori, c'est-à-dire que c'est la logique du collage mené, transformé en élément de mise en scène, n'est-ce pas, et d'écriture, parce que la narration est elle-même une sorte de vaste collage
où on passe, disons, d'un genre à l'autre, n'est-ce pas? D'ailleurs, la liste des remerciements immense à la fin, c'est parce que tout le monde a été mis à contribution, n'est-ce pas? À commencer par la famille, tous les copains, tous les amis, enfin, etc. Mais là-dedans, j'aimerais quand même souligner la présence de deux personnages qui me semblent très emblématiques. C'est Fernando Pérez, qui interprète le psychologue, parce que c'est quand même, disons, parmi les cinéastes cubains qui sont apparus au cours des 30, 40 dernières années, c'est quand même un grand monsieur qui a toujours protégé les jeunes cinéastes. C'est lui qui parrainait la Muestra de Joven Cine, qui a duré pendant une dizaine d'années et qui ensuite a eu tous les problèmes possibles avec le régime, jusqu'à ce que ce soit fini. Et il y a un autre personnage qui me semble aussi assez emblématique, c'est Gorky Ávila, le musicien punk de Porno para Ricardo, qui a aussi été, disons, un des icônes de la contestation des jeunes générations depuis une vingtaine d'années, n'est-ce pas? Je crois que c'est une façon aussi à travers leur rôle dans le film, parce que là, ils ne sont pas tout simplement comme figurants. Tania Bruguera, qui est l'organisatrice du festival. Mais elle, disons, elle joue un rôle qui est moins présent. Je pense que ces deux-là sont quand même importants, n'est-ce pas? Il y a la musique de Porno para Ricardo, 2 fois au moins, et son irruption dans la narration, c'est-à-dire qu'elle contribue à donner un sens à ce qu'on vient de voir ou à ce qui va suivre, enfin, et tout ça, n'est-ce pas? Je crois que enfin, moi, je suis enthousiaste, c'est la 3e ou 4e fois que je vois le film, et je pense qu'à chaque fois, c'est impressionnant à quel point c'est de la dentelle, n'est-ce pas? C'est-à-dire que le montage, à chaque fois, il y a quelque chose qui le précède sur le plan musical ou qui le prolonge. Et il y a des détails comme ça qui pourraient paraître superflus, mais par exemple, lorsque on voit la scène avec la mère, à un moment donné, on voit passer un train après, ça contribue à donner un certain dramatisme à la situation. Ce train n'existe pas. Cette baraque n'est pas à côté d'une voie ferrée, elle a été rajoutée. Mais le fait, je crois, pour Miguel, de se dire qu'est-ce que je peux rajouter, qu'est-ce que je peux faire par rapport à ce que j'ai tourné pour lui donner plus de force, pour lui donner un sens différent, ou alors au contraire, pour faire perdre l'orientation, n'est-ce pas, au spectateur, pour le maintenir en haleine, pour exiger de lui sa propre interprétation, n'est-ce pas, sa participation au film. Vous savez ce qu'on dit souvent, un roman, s'il n'est pas lu par quelqu'un, il n'existe pas. Mais le film, dans certains cas, c'est la même chose. C'est-à-dire, c'est nous qui faisons le film, en dernier ressort, à la fin. Si on se l'approprie, si on rentre dedans, si on joue ce jeu, si on accepte, n'est-ce pas, ces pistes et on essaye de les poursuivre, de les interpréter, d'aller plus loin, de voir où ça mène, qu'est-ce que ça nous raconte, je pense que c'est formidable. Oui, ben je voulais juste dire que ce film, qui est profondément un film d'auteur, qui traite en effet de questions très, très graves concernant Cuba et pas seulement, est aussi un film d'un humour ravageur. Moi, ça m'a frappé. Je pense que l'ironie est une arme remarquable et que ce réalisateur est un as de l'ironie. Voilà.